On s'apprête à passer un morceau du déjeuner ensemble. Ravi de vous retrouver pour 2 heures jusqu'à 14 heures pour des débats, pour de la discussion et évidemment pour avoir vos réactions au 0826 300 300 et également sur l'application Sud Radio. Mais avant qu'on passe au plat de résistance, laissez-moi vous faire déguster un petit amuse-bouche si je puis me permettre. Est-ce que vous pensez que les lois qu'on vote et les initiatives qu'on prend sont encore le reflet de la grandeur de la France? J'espère pas, parce que figurez-vous que ce lundi, un rapport solennel a été remis au ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur, écoutez bien le sujet, le partage de la voie publique. Ah, c'est du sérieux. Autour de la table, Emmanuel Barbe, inspecteur général de l'administration, rien que ça, et Florence Guillaume, déléguée à la sécurité routière et des associations d'usagers du vélo. L'objectif, réinventer la route. Et là, vous vous dites, un rapport, ça doit apporter un résultat. Il y en a eu une proposition brillante, faire de l'ouverture de la portière avec la main droite une épreuve du permis de conduire. C'est très sérieux, oui, ouvrir sa portière avec la main droite pour éviter de faucher un cycliste deviendrait un geste civique évalué au permis de conduire. Alors, si vous n'êtes pas rassuré, laissez-moi vous citer Céline Skornavaca, nouvelle grande prêtresse des usagers, parce que figurez-vous que c'est elle qui gère l'association des usagers du vélo. Et elle trouve ça brillante. Donc vous voyez, auditeurs de Sud Radio, non, je n'espère pas que les lois, que les initiatives qu'on prend soient absolument le reflet du pays. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et voilà, 2 chambres, exposées plein sud. J'adore. T'en penses quoi? Il y a toute l'isolation à refaire. Si tu rajoutes les travaux, on n'a pas le budget. Encore 2 qui ne connaissent pas le prêt immobilier à impact de Caisse d'épargne. Si vous combinez le financement de votre futur logement avec des travaux de rénovation énergétique, Caisse d'épargne peut baisser votre taux de crédit immobilier. C'est pas utile ça? Caisse d'épargne, vous êtes utile. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par votre caisse d'épargne. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours et la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées, voire conditions en agence. Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédo sans réserve. Le problème de l'éducation nationale, c'est qu'elle est sclérosée. Biberon, canapé et téléphone portable. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la machine. Notez dans vos agendas qu'à partir de lundi, je ne serai pas là pendant 1 mois parce que je fais le pont. La taille de la machine, c'est une machine qui est effroyable. Et après, je fais la grève. Et après, je pars en stage. Après, dans les salles de classe, il se passe ce qui se passe. Maëlina et sa meilleure copine enchaînent des danses sur TikTok. Et sans TikTok, comment vous feriez alors? Bah y'a Insta. Ah, tu es malin. Et si tu n'avais pas Insta non plus? Bah y'a Snap. Bon, on va arrêter le tir 2 minutes là. Et s'il n'y avait pas de téléphone? En fait, s'il n'y a pas de téléphone, on s'ennuie. 2 heures pour parler vrai, 0826 300 300 et l'application Sud Radio pour réagir, pour nous interpeller et surtout pour participer aux discussions qu'on va avoir dans ce studio, notamment à 13h avec cette question qui, mine de rien, est le fil rouge de tous les gouvernements. Est-ce que l'immigration peut devenir une chance pour la France? Je vous demande ça parce qu'on va en discuter très sérieusement avec des chiffres, notamment Nicolas Pouvremonti, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, sera avec nous pour débattre de cette question avec Éric Tegner, le fondateur de Frontières, qui est une voix habituée de Sud Radio. À 12h30, on va recevoir et on va discuter avec Henri Guénaud pour un sujet qui vous concerne tous. Vous êtes peut-être en train de récupérer vos enfants à l'école. Nous sommes mercredi, vous allez passer l'après-midi avec eux et vous vous dites quand même l'école, ce n'est plus la même chose, surtout depuis cette attaque au couteau qui a eu lieu vendredi dernier. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, pose cette question: que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? Pour lui, l'école s'est effondrée, elle s'est largement vautrée dans le laxisme et figurez-vous que nous sommes les seuls responsables de ce désastre. Donc peut-on sauver l'école pour peut-être un peu mieux sauver notre jeunesse? C'est la question qu'on posera à Henri Guénaud, mais qu'on vous pose aussi, je le répète, 0826 300 300. Dans un instant, un autre débat aussi, la jeunesse, les écrans, un temps absolument délirant, les réseaux sociaux, des violences, des images auxquelles la jeunesse n'est pas préparée. Donc faut-il tout simplement encadrer le droit aux écrans? Gabriel Attal propose carrément une veille numérique. Il dit vouloir, je cite, s'inspirer de la Chine. Rien que ça. Faut-il aller jusque-là? Faut-il interdire tous les écrans avant 6 ans? Nous poserons la question à Bruno Falissard, qui est le président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez le menu, il n'y a plus qu'à mettre sa petite serviette, préparer les couverts et on passe le déjeuner ensemble. Il est 12h12 et vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo.
0826 300 300 pour dialoguer avec un sujet qui vous concerne à midi, à l'heure où peut-être vous venez de chercher vos enfants à l'école. Faut-il limiter absolument l'accès aux écrans, par exemple à partir de 6 ans, ou faut-il, comme Gabriel Attal potentiellement, envisager une veille numérique, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure le soir, hop, on coupe tout, y compris pour les réseaux sociaux. On va essayer de voir ça en détail avec Bruno Falissard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que l'heure n'est plus du tout à l'à peu près, parce que dans un texte qui a été envoyé au gouvernement, la Société française de santé publique, celle de la psychiatrie, d'ophtalmologie, de la pédiatrie, alerte clairement sur les conséquences d'une exposition précoce et prolongée aux écrans qui sont désormais largement avérées. Alors, avant d'entrer dans ce vif du sujet, quelles sont les données scientifiques qu'on a et que nous avons actuellement concernant l'aspect néfaste, très concrètement, des écrans sur les enfants, notamment dès le plus jeune âge? Oui, alors les écrans, ça fait plusieurs années, mais la recherche, ça prend du temps. Et donc, depuis 2022, on a maintenant des données solides, notamment une grosse étude parue dans le JAMA Psychiatrique, et une revue très prestigieuse, sur 150 000 enfants, qui résume 80 études de 0 à 12 ans, et qui montre que l'exposition aux écrans a un effet sur les troubles de l'attention, l'hyperactivité et même des éléments anxio-dépressifs. Alors bien sûr, le phénomène est faible dans les études épidémiologiques, mais il touche un nombre considérable d'enfants, puisque dans la même étude, il est dit que 75% des enfants consomment des écrans au-delà des seuils recommandés. Et c'est quoi les seuils recommandés? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui, je pense, évitent en effet d'abreuver leurs enfants avec des tablettes et des téléphones, mais les seuils recommandés scientifiques, c'est quoi? Alors, non, les seuils recommandés ne sont pas scientifiques, ils étaient cliniques. Parce que la science a toujours forcément du retard par rapport à la clinique, parce que la science, ça prend du temps. Donc, ce qui était suggéré, c'était pas avant 3 ans, c'était très modéré jusqu'à 6 ans, et puis après, progressivement augmenter. Et là, ce que l'on propose, c'est que non, avant 6 ans, c'est pas une bonne idée. Et quand vous parlez de troubles que cela provoque chez l'enfant, de quels troubles on parle concrètement? Il y a l'attention, il y a quoi d'autre? Attention, hyperactivité, voire même anxiété et dépression. Rien que ça. Et ça, dès les plus jeunes âges, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, on peut percevoir ça chez les plus jeunes avec une surexposition aux écrans. Alors, ça, c'est l'effet à moyen terme, c'est-à-dire dans l'étude, c'est de 0 à 12 ans. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus les écrans sont consommés précocement, à un moment où le cerveau se construit chez l'enfant. Oui, plus l'enfant est jeune, plus son cerveau se construit vite. Et donc, plus les écrans peuvent avoir un impact fort à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe entre 0 et 6 ans va avoir un impact particulièrement fort plus tard. Et pourquoi beaucoup peuvent se demander, on a mine de rien dans les textes français une majorité numérique qui est à 15 ans, je crois. Vous recommandez pas d'écran avant 6 ans. Pourquoi 6 ans? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Eh bien, regardez la crèche et l'école maternelle. Vous voyez, après, il y a l'école primaire. Pourquoi on fait ça? Parce que de 0 à 3 ans, c'est les 1000 jours. Là, l'enfant apprend tout de la vie. Il rencontre, il apprend à parler, il apprend à marcher, etc. Et là, bien sûr qu'il ne faut pas d'écran, il faut l'embrasser, il faut le sécuriser, il faut lui parler, il faut jouer. Après, qu'est-ce qu'on fait à l'école maternelle? Eh bien, on se socialise, c'est-à-dire qu'on est dans la cour de récréation, on apprend à vivre ensemble, on apprend à dessiner, on apprend à gérer ses émotions. Est-ce que vous croyez que les écrans, ça sert à ça? Est-ce que les écrans, ça sert à mieux fonctionner dans la cour de récréation? Ben non. Alors, à la limite, après 6 ans, il y a les apprentissages, c'est l'école primaire. Et là, pour les apprentissages, apprendre à lire, à écrire, peut-être que les écrans, ça peut être utile. Mais avant 6 ans, ça n'a pas d'utilité pour développer un enfant. Par contre, ça peut avoir des inconvénients. Pourquoi on ferait quelque chose à nos enfants qui peut avoir des inconvénients et qui n'a pas d'utilité? Expliquez-moi. Mais même l'école, on le voit, vous parliez des apprentissages, de plus en plus, on le voit, ce sont de vrais sujets. Les apprentissages ont vocation à passer, mine de rien, par les écrans. Est-ce qu'on peut se dire que même entre 6 ans et 10 ans, peut-être à l'école, il faudrait limiter le plus possible l'accès à l'écran, précisément parce que, mine de rien, oui, lire sur un écran, c'est formidable, mais il n'y a rien de mieux qu'un livre. Oui, d'accord, compter avec un écran et un jeu, c'est formidable, il n'y a rien mieux que faire une multiplication sur un bout de papier. Est-ce que là aussi, sans pousser, on va dire, la machine jusque dans quelque chose de très contrôlé, très contrôlable, est-ce qu'on ne peut pas penser que l'éducation nationale elle-même devrait se concentrer entre 6 et 10 ans sur un apprentissage hors écran?
mais je crois que c'est déjà un peu le cas. Vous savez, il y a eu effectivement une effervescence autour du numérique à l'école, en se disant on va être has-been s'il n'y a pas d'écran à l'école, s'il n'y a pas d'ordinateur, on va être comme la Troisième République, Jules Ferry, etc. Il faut vivre avec son temps. Et pourquoi pas sauf que c'est un débat. On a des retours d'enseignants, qui disent oui, c'est bien, mais c'est bien aussi, comme vous dites, de lire un livre avec des images, etc. Et puis d'en échanger. Il faut un équilibre. Voilà, il faut un équilibre. Le progrès, c'est bien. Balancer tout ce qu'il y avait avant, c'est pas forcément une bonne idée. Oui, et surtout en effet quand vous dites que l'informatique occupe une telle place désormais dans nos vies quotidiennes que si on peut y sensibiliser les élèves après, en effet, leur avoir donné le goût de la lecture, de l'écriture et du savoir, c'est mieux. Il y a un de vos confrères, Marcel Ruffo, qui s'est emparé du sujet, notamment en coécrivant une tribune avec l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui est proposé pour savoir si c'est de l'ordre du sérieux et de l'envisageable. Dans les idées de Gabriel Attal, il y a certes la fameuse majorité numérique à 15 ans qui est déjà inscrit dans les textes mais qui n'est pas encore totalement effective. Il y a également un couvre-feu numérique entre 22h et 8h pour les jeunes de 15 à 18 ans. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui paraît raisonnable, faisable, acceptable? Bon, alors, d'abord, les réseaux sociaux, c'est pas comme avant 6 ans, c'est pas tout blanc ou tout noir. Moi, j'ai des patients qui ont des phobies sociales, qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Les réseaux sociaux, ça leur permet de communiquer avec d'autres de façon plus facile qu'en face à face. Donc les réseaux sociaux, ça peut être bien. Ça peut être oui, bien. Il y a des aspects positifs, mais ce que lui dit, c'est qu'en effet, peut-être qu'entre 15 et 18 ans, 22h, 8h, on peut s'en passer. Voilà, alors, juste... Ça peut être bien, ça peut être mal, puisqu'il y a eu des bien soucis sûr, comme tout. Avec du harcèlement. Alors, donc, après, que ça soit un sujet, je suis d'accord avec Gabriel Attal et Marcel Ruffo. Les réseaux sociaux, c'est un sujet, c'est les adolescents. Après, le problème, c'est comment gérer ce sujet. Alors, un couvre-feu, bon, ça fait un petit peu autoritaire et un petit peu militaire comme truc. C'est quand même... Merci de le remarquer. Communication pour dramatiser. Oui. Alors... Après, d'abord, dire aux parents, c'est vrai que c'est sympa de donner d'un smartphone aux enfants quand ils sont en 6e, parce que comme ça, on sait où ils sont, parce que comme ça, s'ils ont un problème, ils peuvent téléphoner. Je comprends, d'accord. Après, il y a plein d'enfants, du coup, qui sont sur les réseaux sociaux dès qu'ils sont en 6e. Et là, franchement, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, je crois d'abord, il y a une communication avec les parents, c'est indispensable. Moi, je crois qu'à l'école, il ne faut pas de smartphone. Je pense que c'est pas bon pour les capacités attentionnelles. Et d'ailleurs, vous savez, l'Australie le fait. Il y a plein de pays qui oui, bien sûr. Et le débat est régulièrement fait en France de généraliser, on va dire, la suppression du téléphone à l'école. Voilà. Alors après, le soir, le couvre-feu. C'est vrai que les écrans pour dormir, d'ailleurs même pour nous, c'est pas l'idéal. Si vous regardez votre téléphone ou votre ordinateur à 10h ou à 11h, vous allez avoir du mal à dormir. L'idée est peut-être que ce soit l'État à l'origine de ça. C'est toujours le même problème en réalité. Voilà. Alors, moi, c'est au cas par cas. Moi, il m'arrive avec des familles de dire « Bon, ben stop, là, ça va pas. » Alors, quand les parents me disent « Ah, mais j'y arrive pas, etc. J'arrive pas. » Il sous la couette, il a son téléphone, il regarde, il continue. Bon, ben on coupe Internet, Oui, c'est exactement ça. J'attends vos appels et vos réactions au 0826 300 300 de parents sans doute à un moment désespérés face à l'addiction de leurs ados, de leurs enfants face au téléphone. Parmi les idées également pensées par Gabriel Attal et Marcel Ruffo, il y a l'idée de 30 minutes par jour pour des applications comme Snapchat et Instagram. Est-ce que la limite de temps sur une application précise peut faire partie de la solution, surtout quand c'est 30 minutes? Je pense que on est plusieurs et dans ce studio et parmi ceux qui nous écoutent à trouver que 30 minutes, on y est beaucoup plus et à quel point ça passe vite, notamment sur les applications comme celle-ci. Oui, alors... Oui, là aussi, je trouve que c'est un peu militaire comme truc. Après, moi, je serais plutôt pour avoir une application qui vous dit combien vous consommez par jour. Et que tous les jours ou en fin de semaine, vous vous disiez « Ah ben zut, j'en suis à 1h30 par jour. Je suis sur Fortnite 2 heures par jour. » Fortnite, c'est un jeu vidéo. Et là, on en discute. On en discute et les parents ont le droit de dire « Attends, t'as consommé combien? Enfin, 2 heures de Fortnite par jour. Est-ce que tu trouves ça raisonnable entre nous? Explique-moi. » Vous voyez, qu'il y ait un débat.
Et après, après, on regarde ce qui se passe à l'école et à la maison. Si l'adolescent va pas bien, s'il a des résultats scolaires qui décrochent, s'il est irritable, si vous vous engueulez avec lui sans arrêt... Oui, c'est qu'il y a un sujet au bout d'un moment. Voilà, il y a un sujet, et comme par hasard, il y a des écrans. Moi, je propose qu'on arrête les écrans. Mais alors, oui, bien sûr. Et parmi quand même la proposition dans le lot de propositions de Gabriel Attal et de Marcel Ruffo, il y a des bilans médicaux à la rentrée de la 6e, puis en seconde. Est-ce que on doit aller jusqu'à quelque chose qui peut paraître quand même comme excessif, de là à mettre la médecine au service potentiellement de la détection on va dire de l'addiction aux écrans? Est-ce que c'est vraiment quelque chose vers lequel je vous dois dodeliner? Bruno Falissard, dites-moi. Ça vous paraît un peu excessif? Alors, c'est très bien de faire du dépistage de problèmes chez les enfants. Encore faut-il qu'on puisse leur proposer des soins après. Vous êtes au courant qu'en ce moment, le système de santé mentale des enfants en France, c'est dans un état catastrophique. Donc si on dépiste plein de troubles et qu'on n'a rien à leur proposer, qu'est-ce que ça va faire? Ouais, bon, au moins, vous avez le parler vrai qu'on attend ici à Sud Radio. Ce qui est frappant, en effet, et c'est pour ça que je tenais à vous inviter, Bruno Falissard, je rappelle que vous êtes le président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est qu'en réalité, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, ça avait été le cas du président de la République quand il avait voulu s'emparer également de ce thème-là, c'est qu'on a l'impression que l'État veut se transformer presque finalement en immense parti communiste chinois. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que quand Gabriel Attal évoque ces idées, il dit il ne faut pas hésiter, mine de rien, à se comparer ou à s'inspirer de la Chine pour sa politique contre les écrans. Oui. C'est de la provoque, c'est de la provoque. Vous le savez mieux que moi, c'est de la communication. Mais est-ce que c'est de la provoque? Non, mais précisément, quand on se rappelle du Covid, jusqu'où l'État parfois peut aller dans la volonté de s'assurer que les citoyens aillent, on va dire, sur de certaines rails, est-ce qu'on est sûr que ça ne soit pas que ça ne soit que de la provocation? Est-ce qu'il n'y a pas une part, mine de rien, enfouie dans chaque homme politique, en ce qui concerne ce sujet que vous connaissez bien, d'avoir, on va dire, une volonté de contrôle quasiment totale? Ok, mais je crois que dans quelques minutes, vous allez avoir un invité qui était un ancien homme politique qui va vous dire... Henri Guénaud, dans quelques instants, oui. Voilà, il n'y a plus d'autorité à l'école, que tout fout le camp, etc. Donc vous voyez, on ne peut pas reprocher aux hommes politiques d'essayer de mettre de l'autorité dans la société et par ailleurs de dire que tout s'en va. Donc non, il y a un compromis à trouver. On peut attendre de l'État qu'il fixe des lignes directrices. Oui, et puis qui sensibilise peut-être, ce qui n'est pas encore assez fait, via des associations, peut-être via des enseignants, etc. Voilà. Et puis quand c'est grave, on dit que c'est grave. Et on a un discours simple, c'est pour ça qu'on dit avant 6 ans, franchement non. Soyez avec vos enfants, jouez aux jeux, aux cartes, etc. Et puis voilà, c'est ça qu'ils attendent de vous et c'est ça qu'ils attendent de la société. Après, c'est plus compliqué. Bruno Falissard, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Une dernière question, c'est très frappant quand on vous écoute et les réactions qu'on peut lire ici et là vont dans ce sens. Est-ce qu'en réalité, l'addiction aux écrans par nos enfants n'est pas un phénomène de société qui prouve que, en réalité, l'enfant n'est plus tellement aimé? C'est-à-dire qu'on a une volonté de le mettre à l'écart. J'ai été très frappé par ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant partir dans des hôtels sans enfants, des piscines sans enfants, et l'addiction en fait est le fruit d'une société. C'est-à-dire qu'on ne le veut plus se développant normalement, et pour avoir la paix, on le fout face aux écrans. Eh ben oui. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Ça porte même un nom, ça s'appelle l'infantisme. C'est une collègue, Lélia Benoît, qui a écrit un livre dessus et c'est développé dans plein de pays. Effectivement, il y a une forme de mise à l'écart de l'enfant de la société. Alors on aime les nôtres, mais les autres, on les aime moyennement. Bon ben voilà, ça c'est dit et je pense que c'est beaucoup plus inquiétant que le phénomène seul des écrans. Comment une société tout d'un coup commence à se départir de ses enfants, ce sera un vrai sujet. Et si on l'évoque ici à l'antenne, on vous invitera à nouveau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Falissard, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, pour évoquer ce sujet, comment encadrer au mieux l'addiction des enfants face aux écrans. Et on va parler également d'un autre sujet dans lequel nos enfants sont éminemment concernés, l'école, suite à l'attaque au couteau ignoble qui a eu lieu vendredi dernier. Que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? C'est la question que pose Henri Guénaud aujourd'hui dans le Figaro et à laquelle il va essayer de répondre longuement pendant la prochaine demi-heure ici sur cette antenne. Et on attend vos commentaires, votre participation, vos interrogations. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, on revient dans quelques instants. Sud Radio dans tous ses états.
Maxime Liédo. 0826 300 300, l'application Sud Radio pour participer à ce débat qui, je le sais, vous concerne aussi l'école. L'école en plein effondrement, surtout après l'attaque choquante au couteau qui a eu lieu en fin de semaine dernière à Nantes. Et cette question et cette, mine de rien, ce délitement auquel vous assistez tous via vos enfants quand vous allez les chercher, et même le souvenir peut-être d'une école où le mot autorité avait encore un sens. J'attends vos appels pour dialoguer, interpeller notamment Henri Guénaud. Bonjour. Bonjour. Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous coécrivez une tribune avec Alain Bettolila, professeur de linguiste à l'université Paris-Cité, avec cette question en effet en exergue: que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? Et sur de longues lignes, vous expliquez en réalité un délitement qu'on a laissé faire avec une solidité culturelle qui n'est plus au rendez-vous et donc qui permet à nos enfants, finalement aux enfants dans les écoles, d'être à peu près, on va dire, le spectateur de n'importe quel discours dangereux. La question que je veux vous poser en premier, c'est: peut-on encore, mine de rien, miser sur l'école pour espérer sauver une partie de nos jeunes? On n'a pas le choix. Ce qui n'est pas non plus une réponse très rassurante. Non, mais on n'a pas le choix. Vous enlevez l'école, il reste quoi? Les familles, mais de plus en plus de familles sont incapables. Alors, soit ne veulent pas, soit n'ont pas envie, soit n'ont pas les moyens d'éduquer leurs enfants. Voilà, donc il faut compter d'abord, il faut compter évidemment sur les familles qui le peuvent, mais il faut compter sur les institutions. Et au cœur de ces institutions, il y a l'école qui est directement concernée. Alors l'école en coopération avec toutes les autres institutions, ce qui ne va pas de soi. Parce que pendant très longtemps, les postures idéologiques ont fait que l'école ne parlait pas à la police, à la gendarmerie, à la justice, que les rapports avec la santé sont compliqués, et les rapports à l'armée, n'en parlons pas. Mais il faut compter sur toutes les institutions. Alors il y a deux institutions, une dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui est l'institution militaire. C'était aussi le rôle du service militaire jadis. Quelques-uns se souviennent peut-être qu'un jeune officier en 1891 a écrit un petit livre qui s'appelait Le rôle social de l'officier. Cet officier s'appelait Hubert Lyautey, il deviendra maréchal de France, et il explique que dans la France du service militaire, l'officier idéal doit assumer son rôle d'éducateur. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'école, en attendant que peut-être un jour on rétablisse le service militaire, et puis et qu'on fasse tout le reste. Le reste, c'est évidemment la police, la justice, la gendarmerie. La peur du gendarme étant quand même le commencement de la sagesse, donc il faut redonner la peur du gendarme. C'est ce que vous écrivez dans la tribune. Vous faites une ode d'un moment à l'autorité, même le professeur qui avait une véritable autorité naturelle. Mais dans ce que vous dites, vous parlez en effet à un moment au fond, cette tribune, elle dit deux choses. Elle dit la distinction entre l'école qui instruit et les parents, et les parents qui éduquent, c'est une distinction qui n'est plus opérante, qui est inopérante aujourd'hui, qui ne tient plus. Il faut que l'école soit à la fois un lieu d'instruction et d'éducation, pour pallier au manque d'éducation que peut dispenser la société par ailleurs. Non, mais est-ce que c'est compatible avec le constat que vous faisiez à l'instant au début de cet entretien, c'est-à-dire avec les parents, mine de rien, pour qui peut-être l'autorité vis-à-vis de l'enfant n'est pas une priorité, et quand l'école essaye de le faire, le parent est le premier. Oui, où ils n'y arrivent pas, mais mine de rien, dès qu'il y a une volonté d'être non pas autoritaire, mais peut-être d'être un peu sévère à l'école, les parents sont les premiers à débarquer dans la salle de classe en tout ça. Écoutez, c'est plus possible. Alors, il faut pas se tromper sur la question de l'autorité. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est d'abord ce que ceux sur lesquels elles exercent vous reconnaissent. Il faut la mériter, l'autorité. Donc il faut aussi la vouloir. Voilà, Or, pendant des décennies, on a imprégné le système éducatif d'une idéologie qui avait pour but de détruire la relation d'autorité entre le maître et l'élève. Voilà, c'était mettre l'élève au centre, enfin l'enfant au centre, et au lieu d'y mettre le savoir, et l'enfant roi, et l'instituteur, oui, l'enfant roi, une espèce d'enfant idéalisé à qui on dit fais ce que tu veux, écris comme tu veux, parle comme tu veux. C'était la fameuse théorie où les élèves avaient beaucoup à apprendre de l'enfant, plus que nous qui devions lui apprendre. Donc ça, ça a été une catastrophe sans nom, parce que avant de prendre ses distances avec les règles, avec les connaissances
il faut impérativement que l'enfant apprenne les règles, les connaissances, etc. Et après l'adolescent, puis l'adulte va prendre ses distances, évidemment, avec ce qu'il a appris. Mais il faut prendre ses distances avec quelque chose, donc il faut apprendre avant. Et apprendre, ça se fait pas sans une autorité, ça se fait pas sans sanction non plus. Sans un minimum de contraintes au sens large. Et pour ça, mais vous pouvez pas apprendre, les enfants ne peuvent pas apprendre s'ils sont pas éduqués. Voilà, c'est-à-dire, il y a l'apprentissage des connaissances, qui va vous donner la capacité, qui va vous donner l'intelligence, la raison critique, qui va vous donner l'autonomie intellectuelle, l'autonomie de la réflexion. Et puis, il y a l'éducation qui va vous enseigner les règles de la vie en commun, les règles de la vie tout court d'ailleurs, les règles de comportement, les règles du raisonnement. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instruction et quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation. Si l'un va sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Mais ce qui est frappant dans ce que vous dites aussi, et ce que vous écrivez dans la tribune disponible dans le Figaro du jour et sur le site du Figaro, nous sommes les seuls responsables, écrivez-vous, de ce désastre que nous en ayons été les instigateurs ou que nous ayons laissé ces derniers agir sans réagir. Chacun mettra les mots qu'il voudra sur ce qui, de mensonge en manipulation, de complaisance en lâcheté éducative, a conduit notre société dans l'état de délitement où elle se trouve. Quelles ont été nos illusions? Peut-être, vous avez été au sommet de l'État et au cœur de l'appareil du pouvoir pendant de longues années, Henri Guénaud. Quelles ont été nos illusions sur cet état, mine de rien, de délitement qui dure depuis de longues années et qu'on n'a pas voulu voir? D'abord, on a organisé l'illusionnisme, si je puis dire, puisque vous vous souvenez que pendant des décennies, on a expliqué qu'il n'y avait pas de violence à l'école, que les chiffres le montraient, que tout allait bien, le niveau monte et il n'y a pas de violence. Jusqu'au jour où est né le mouvement Pas de vague, parce que je crois un élève avait menacé un de ses professeurs avec un faux pistolet, mais qui ressemblait à un vrai. Brusquement, la parole s'est libérée. Et pourquoi ça ne se reflétait pas dans les chiffres? Ça ne se reflétait pas dans les chiffres parce que on disait, on ne signalait pas, on faisait pas remonter les incidents. Pas de vague. Par peur. Voilà, pas de vague. Et le pas de vague, alors on a dit plus jamais pas de vague. Tous les ministres depuis l'ont dit, mais ça continue. Ça continue. Samuel Paty a été la victime de ce pas de vague. Samuel Paty, c'était celui qu'on voulait sanctionner parce que il avait été à l'origine d'un désordre, d'une perturbation. Il faut se souvenir de ça. Donc ça continue quand même à faire même si ça change un peu, mais ça continue à faire beaucoup de ravages. Donc on a vécu sur l'illusion que tout ça n'allait pas si mal, et chaque fois que quelqu'un faisait une critique, c'était soit un nostalgique d'une société qui n'existe plus, d'une école qui ne pourrait plus exister. Vous savez, cette école qui arrivait à apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser aussi, à tous les enfants de France, même quand ils venaient de familles très, très défavorisées. Ma grand-mère était née en 1903, il y avait 8 enfants dans la famille au fin fond de la campagne française. Et on lui a appris plus de choses qu'elle a retenues d'ailleurs que on en apprend aujourd'hui à un enfant au XXIe siècle. Il y a quelque chose qui va pas, et on a arrêté l'école à 12 ans. Voilà, elle était obligatoire jusqu'à 12 ans. Donc mais dans ce que vous dites aussi, quand vous citez en effet le mouvement Pas de vague avec les conséquences tragiques qu'on a connues, il y a eu, mine de rien, vous dites, une prise de conscience. Réellement, quand on voit notamment ce qui s'est passé à Lyon 2 avec ce professeur d'université qui a été littéralement lynché par des hommes cagoulés, on voit aujourd'hui la réaction de cette directrice d'université qui en est à remettre en réalité la faute sur ce prof. Donc plus que l'école, est-ce que c'est pas presque toute une chaîne humaine qui doit réapprendre à l'école? Si vous voulez renverser ce phénomène, il faut d'abord, la violence, elle monte de partout. Partout. Voilà, dans la Pourtant, société. cette professeure qui doit avoir un certain âge, on peut se dire qu'elle a été à l'école sans qu'elle soit encore totalement en déclassement. Donc pourquoi tout d'un coup ce logiciel? La violence monte de partout. Les idéologues, il y en a toujours eu. Et là, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie, d'abord parce qu'il y a des universités où les idéologies dominantes sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et puis, il faut pas oublier que c'est pas un directeur nommé, c'est un président élu. Donc élu par des représentants des étudiants, des représentants des professeurs, des personnels, etc. Donc c'est une élection, c'est pas neutre idéologiquement. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que si vous voulez canaliser ce phénomène de la violence qui monte, c'est ça le plus important, que un président d'université pense que la Palestine a plus de droits que les Israéliens, ou l'inverse. Après tout, il n'y a rien au fond d'anormal
normal, c'est ainsi, chacun a sa vision des choses, et la liberté d'opinion devrait être, et de conscience devrait être garantie à tout le monde, a fortiori dans le service public de l'éducation ou de l'université. Mais si bien posé le problème, c'est que ça vient envahir. Moi, indépendamment même du fait qu'il a causé, cette violence, elle est insupportable. Si vous voulez endiguer cette violence dans la société, il faut commencer par le commencement. Si vous fabriquez des enfants qui n'ont jamais rencontré l'interdit, jamais rencontré la règle, jamais reconnu une forme d'autorité... Et vous citez Camus sur l'importance de la limite qu'on doit transmettre aux élèves. Il faut à la fois la violence, mais c'est un autre sujet, il faut en enrayer le mécanisme, l'engrenage. La violence, c'est toujours l'engrenage. Je suis violent contre vous, vous êtes violent contre moi, et puis on monte dans la violence. La violence, elle est mimétique, elle est réciproque. Voilà. Il faut enrayer ça, et ça, vous l'enrayerez par la répression, par la punition, par la sanction. Voilà. À l'école, par exemple, si vous voulez enrayer la violence d'urgence, il faut que les enfants violents, les enfants harceleurs, on ne se contente pas de les changer d'établissement, ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut qu'on les mette dans des vrais centres d'éducation fermés pour les rééduquer. Voilà, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc la question de l'école, elle vient après. Une fois qu'on a pris les dispositions nécessaires pour enrayer la violence qui nous saute à la figure, il faut en regarder les causes profondes. Si vous formez des enfants, encore une fois, qui ne peuvent pas s'exprimer. Quand vous ne pouvez pas vous exprimer, vous vous exprimez par la violence. Qui pensent mal et qui absorbent tout, on va dire, sans code. Si vous ne leur donnez pas les moyens intellectuels de résister à une société qui est beaucoup plus désorganisée qu'auparavant, qui est beaucoup plus en désordre, qui est beaucoup plus violente à la fois partout, les réseaux sociaux, les faits de la société autour d'eux, etc. Voilà, et notre incapacité à avoir régulé, assimilé l'immigration, mais qui est un vrai sujet. On en parlera à 13h. Mais... Oui, mais parce que vous voyez, l'école, on dit il faut qu'elle soit inclusive. Non, il faut qu'elle soit assimilatrice, c'est pas du tout la même chose. Bon. Mais donc ça se joue d'abord à l'école, c'est-à-dire dès le premier âge. Si le premier âge dit à l'enfant fais ce que tu veux, forcément il y a plus de mais cadre. Quand il devient adolescent, il dit je fais ce que je veux. Donc on va éviter ça. Est-ce que vous aussi vous avez, on va dire, des exemples assez concrets que vous avez vus assez récemment de cette chute d'autorité à l'école? Vous qui avez des enfants, vous avez sans doute assisté à des scènes que vous voulez nous raconter, ou vous avez des idées pour, comme Henri Guénaud, restaurer l'autorité à l'école? 0826 300 300 et l'application Sud Radio. La discussion continue jusqu'à 13h, à tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. 0826 300 300, toujours pour nous appeler Sud Radio, l'application également pour ce sujet crucial. Va-t-on réussir tout simplement à restaurer l'autorité de l'école? C'est en tout cas non pas l'obsession mais la volonté d'Henri Guénaud et d'Alain Bentolila. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui est toujours avec nous, et Alain Bentolila qui est professeur de linguiste à l'université de Paris-Cité. Est-ce que notre discussion, à l'instant je me permets de la dévoiler un tout petit peu, Henri Guénaud, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une école, mine de rien, qui a du mal à trouver ses repères, précisément parce qu'elle ne sait plus quelle est sa mission, elle ne sait plus quel est son rôle, et peut-être que nos enfants, les enfants en général, quand ils sont à l'école, ne connaissent plus leur univers mental, parce qu'il n'y a plus de cadre qu'elle arrive à imposer. Oui, mais alors il faut d'abord donner une mission à l'école, c'est-à-dire plus personne ne sait quelle est la mission de l'école. On a multiplié les objectifs qui se sont empilés les uns sur les autres. On est dans la grande confusion des fins et des moyens, mais on ne sait pas quelle est la mission de l'école. Une organisation, un service public ne peut fonctionner que lorsqu'il a une mission qui est clairement comprise non seulement par les élèves et les parents, mais les enseignants et tous ceux qui contribuent à faire l'école. Du temps de Jules Ferry, par faire des sauts en arrière, mais l'école de la République avait une mission qui était clairement définie dans les textes, dans la loi, dans la politique. Quand Jules Ferry écrit aux instituteurs sa fameuse lettre sur l'enseignement de la morale à l'école, je veux dire, on est ébloui à la fois par la clarté, la profondeur de la réflexion. Ça s'adresse aux instituteurs, voilà. Et il dit d'ailleurs, il faut de l'instruction civique et il faut de l'éducation morale. Donc déjà, on parle d'éducation. C'est-à-dire, on peut pas séparer les deux. La première chose à faire, c'est la mission de l'école est une mission d'instruction et d'éducation. Et les deux viennent se compléter.
Voilà. Et les deux deviennent indissociables. Bon. Si vous ne faites pas ça, et ça doit rejaillir dans les recrutements, dans la formation des profs, dans leur recrutement, dans la gestion du personnel, dans les programmes. Voilà, on est en pleine confusion. Donc quand on est dans cette confusion, on ne peut pas effectivement demander à l'école de résoudre le problème. Elle ne résoudra pas toute seule tous les problèmes de la société, mais déjà qu'elle ait une mission claire, qu'elle l'assume, voilà, et qu'elle en tire les conséquences dans tous ces domaines d'activité. Voilà, ça c'est vraiment vous alertez aussi parce que vous évoquez, on va dire, tout ce qui dans la société sont mine de rien des obstacles ou on va dire des remparts difficiles à ne pas prendre en considération aujourd'hui quand on veut rétablir l'autorité. Vous dites il est nécessaire à un moment d'avoir une surveillance accrue des réseaux sociaux où se promènent en toute liberté des déséquilibrés, des psychopathes, des semeurs de haine et de mort. Mais est-ce que c'est vraiment à l'école, on va dire, d'aller s'occuper de ça? Est-ce que c'est pas l'école qui s'en occupe. C'est pas l'école qui s'en occupe, mais ça fait partie des causes qui nous mènent là où nous en sommes. Donc il faut à la fois essayer de surveiller davantage les réseaux sociaux et sanctionner très fortement ceux qui sèment la haine, ceux qui manipulent, bon, très bien. Et puis après, il faut, pour ce qui est de l'école, il faut que l'école donne aux enfants, aux adolescents qui seront des futurs adultes et non des grands enfants, les moyens intellectuels et mentaux, psychologiques de résister à ça. Parce que nous, on va pas purifier complètement les réseaux sociaux. Oui, non. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez vu que c'est quand même un thème dont les politiques s'emparent de plus en plus. Je pense à Gabriel Attal ce matin, qui est votre confrère de page dans le Figaro avec une petite tribune, et il écrit en réalité l'exposition aux écrans, l'addiction aux écrans, l'État doit s'en emparer, on doit s'appuyer sur l'exemple chinois pour lutter contre... Ah, ça vous fait rire? Non, ça pourrait plutôt me faire pleurer. On va transformer la société française en société chinoise. Hein, on va vous surveiller jusque dans les toilettes. Tout ça est évidemment absurde. La France n'a pas vocation à devenir la Chine, et heureusement. Voilà. Mais c'est une façon de répondre. Mais ça traduit quand même quelque chose, ça. La volonté de l'État d'aller toujours plus loin dans le contrôle, dans la surveillance, pour le bien. C'est Philippe Meuret, l'empire du bien. Le contrôle et la surveillance, c'est bien jusqu'au moment où ça devient totalitaire. Donc il faut mieux surveiller les réseaux sociaux. Il faut encore une fois mieux sanctionner ceux qui appellent à la haine, ceux qui savent très bien qu'en faisant circuler certains messages, ils vont provoquer le passage à l'acte d'un certain nombre de cinglés, de fanatiques, comme ça s'est passé dans l'affaire Paty. Bon, ça, il faut les sanctionner d'une façon très très dure. Bon, et il faut que nos lois changent de ce point de vue. Il faut que nos systèmes de surveillance des réseaux aussi. Mais il faut par ailleurs, et ça c'est là où les politiques font pas leur travail. C'est la chose essentielle, c'est dans le monde tel qu'il est. Dans le monde tel qu'il est, où il y a des réseaux sociaux, où il y a des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux, où il y a de la violence, et bien dans ce monde-là, il faut non pas moins d'écoles, mais plus d'écoles, non pas moins d'instruction, mais plus d'instruction, non pas moins d'éducation, mais plus d'éducation et plus d'écoles. Voilà, il faut il faut donner à nos enfants les moyens de résister le plus possible intellectuellement. Il y a les barrières extérieures, vous savez, à la violence et à la barbarie, et puis il y a les barrières intérieures. L'école, elle s'occupe des barrières intérieures. Votre discours résonne chez certains de nos auditeurs, votre parler vrai, Henri Guénaud. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jeanne Berkoff, bonjour Monsieur Guénaud. Jeanne Berkoff. Vous nous appelez depuis Narbonne, et vous, c'est un sujet qui vous intéresse et on va dire sur lequel vous rejoignez quand même certaines positions d'Henri Guénaud. Exactement. Bon, il y a bon nombre de sujets qui m'intéressent sur Sud Radio, mais bien sûr, celui-là vous êtes un homme de goût, Jean-Marc, sachez-le. Flatteur. Jeanne Berkoff, c'est bien. Non, mais Monsieur Guénaud, moi je suis né en 1964. Bon, on pourrait, les temps malheureusement ont changé, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais en parler juste pendant 2 ou 3 minutes d'un exemple que bon nombre de gens qui écoutent vont comprendre. Moi, je mettais la panique, je faisais rire tout le monde à l'école, que ce soit à l'école primaire ou au collège, même les enseignants. Parce qu'au bout d'un moment, ils en avaient marre, ce qui était normal, donc j'étais puni. On me tirait les oreilles, on me tapait avec la règle sur les doigts, et le directeur de l'école, M. Rogue, me donnait des grands coups de pied au cul. Voilà. Et il me virait de la classe. Mais ce qui était normal. Oui. Ce qui était normal parce que je mettais la pagaille. Donc je rentrais chez moi, j'en parlais pas, et si j'en parlais, je me faisais encore plus bronzer. Mais voilà, oui. Nous avons vécu la même jeunesse. Voilà, après,
après, si vous voulez, dans les années, après j'ai toujours été bienveillant avec les professeurs, bien sûr, je les ai jamais insultés, je les ai jamais agressés, c'était un échange de bons procédés entre eux et moi, voilà. Mais vous, ce que vous regrettez, Jean-Marc, c'est que sans aller quand même, on va dire à la sévérité physique, les coups de règle, le coup de pied au derrière, etc., c'est que même l'autorité, en réalité, recadrer un élève, même verbalement, devient compliqué. Oui, mais si vous voulez, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et à partir des années 90, ça a commencé à se dilater, excusez-moi, je cherche le mot, déliter, si vous voulez, et oui, dilater aussi, remarquez. Et maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que quand les enseignants grondent les enfants, l'enfant leur répercute le soir à ses parents, et ses parents ne l'admettent pas. Donc ses parents, l'enfant est devenu un idole, une star, et les parents grondent, si vous voulez, vont engueuler, ils vont menacer les enseignants. Oui, quand ils vont pas les frapper. Hein. Oui, c'est ça. Ils vont pas les frapper. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand on est premier de la classe, on est HP, ça c'est la mode. Quand on est dernier de la classe, on est au potentiel. On est toujours au potentiel. Oui, c'est la culture de l'excuse. C'est la culture de l'excuse en permanence, Jean-Marc. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300, Jean-Marc, et d'être à l'écoute de Sud Radio. Bon, là, on a eu un fan d'Henri Guénaud au téléphone, mais il dit quelque chose de très concret. Voilà, je voudrais commenter un peu cette intervention. C'est d'abord, moi, ça a été ma jeunesse. Hein. Sauf les coups de règle sur les doigts, Henri Guénaud. Oui, on avait un coup de règle sur les doigts, on n'avait jamais tué personne. Je veux dire, on en vient à la folie maintenant. On peut se réjouir que ce soit terminé, tout simplement. Donc, on est passé. Alors, le coup de règle, c'était rien. On est passé de certains établissements où il y avait des brimades, des machins, à un laxisme total dans lequel il y a plus de règles, plus d'obligations. Ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'intériorisez pas des règles, c'est terminé. Si l'enfant, il se construit en testant les limites de l'interdit. S'il ne rencontre rien, c'est un vide terrible qu'il va remplir ensuite avec des règles folles, des idéologies folles qui vont. Voilà, et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Donc il y a ce que l'école doit faire, sa mission intellectuelle, morale, éducative, etc. Bon, et ça, il faut en discuter parce que c'est essentiel pour l'école. Et après, il y a ce dont vient de parler le camarade Jean-Marc depuis Narbonne. Voilà, monsieur de Narbonne. Il y a cette histoire. La société est ce qu'elle est. Bon, voilà. Donc, on peut vouloir la changer, la faire évoluer. On ne le fera d'ailleurs évoluer que par l'école et par ce qu'on mettra dans l'univers mental de nos enfants qui ensuite deviendront des grandes personnes. Mais si on la prend telle qu'elle est, c'est-à-dire plus violente, plus fracturée, plus anomique aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de normes, il y a de plus en plus de gens qui, précisément, n'ayant pas appris les limites quand ils étaient jeunes, n'ont pas de limites. Il faut là, on revient dans la question de l'engrenage de la violence, il faut le casser. Moi, je suis obsédé par cette idée qui choquera sans doute beaucoup de gens, c'est le père de famille ou la mère qui rentre dans l'école pour insulter ou frapper le professeur devant ses élèves, il commet contre la société un crime impardonnable. Voilà. Et aujourd'hui, on ne juge de la gravité de cet acte que par le nombre de jours d'interruption de travail qu'il a infligé à sa victime. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez un jour ou 2 jours, c'est pas grave. Hein. Oui, voilà. Donc il faut juger, et il faut donc changer le code pénal, hein. Il faut juger par rapport au dommage qui a été infligé à la société et au traumatisme qui est infligé aux enfants qui ont assisté à ça. Et donc les peines, elles doivent être d'une lourdeur, mais d'une exemplarité terrible. Ça, c'est ce qu'on appelle un plaidoyer pour le retour de l'autorité à l'école. On peut vous retrouver sur de nombreuses lignes, Henri Guénaud, et vous coécrivez cette tribune avec Alain Beto-Lila, professeur de linguiste à l'université Paris-Cité. C'est dans le Figaro. Que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? Merci d'avoir été l'invité de Sud Radio. De notre côté, toujours le même numéro, le 0826 300 300, pour le grand débat de 13h, à savoir, est-ce que l'immigration peut être une chance pour la France? On va en discuter avec Nicolas Prouvomonti, qui est le cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et Eric Tegner, qui est le fondateur de Frontières, qui sort sa plateforme en ligne, un documentaire notamment sur, on va dire, le moyen qu'ont, on va dire, les passeurs de faire rentrer des flux et des flux de migrants. On attend vos réactions, vos commentaires, vos idées. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot.
13h sur Sud Radio, c'est l'heure d'ouvrir notre grand dossier, notre grand débat, durant lequel évidemment on attend vos interventions, vos commentaires, vos réactions, vos anecdotes, vos idées. Qu'un numéro pour ça, 0826 300 300, évidemment les réseaux sociaux et l'application Sud Radio. L'immigration peut-elle être une chance pour la France, tout simplement dans le travail, pour les frontières? Est-ce qu'on va réussir finalement à en faire quelque chose dont tout le monde peut se vanter? On sait que ça a largement fait débat ces derniers mois. On a eu le Premier ministre qui a parlé d'un sentiment de submersion, François Bayrou, et on a eu de nombreuses discussions. Je pose la question parce que c'était les mots de Bruno Retailleau lors d'une émission qui dit mais bien sûr que non, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Alors on va essayer justement d'ouvrir ce grand dossier, l'étayer avec des chiffres, avec des récits, avec des reportages, et pour cela j'accueille d'abord Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup d'être avec nous, de la démographie, pardon. Et j'accueille aussi Éric Tegner. Bonjour. Bonjour Maxime. Journaliste, vous êtes régulièrement sur cette antenne et vous êtes le fondateur de Frontières et vous ouvrez dans quelques semaines, vous lancez dans quelques semaines Frontières Plus, qui est une plateforme où vous allez justement précisément lancer vos reportages, vos documentaires, vos enquêtes, et la prochaine sort dans le 15 mai, si je ne dis pas n'importe quoi, justement sur les coulisses de l'immigration, avec derrière tout ce que ça suggère, c'est-à-dire notamment un business des passeurs. On va avoir le temps de rentrer tout ça dans le détail. Vous, première chose, et c'est vers vous que je me tourne, Nicolas Pouvremonti, souvent quand on vous lit, vous écrivez dans le Figaro, dans le Point, on a l'occasion de vous écouter régulièrement, et vos rapports sur le site, je les recommande parce que la première chose, mine de rien, que vous mettez en évidence, pour que les gens puissent se faire une idée, il faut que le débat soit éclairé. Et vous dites, mine de rien, j'ai fait cet observatoire parce que le débat, nous n'avons pas tous les chiffres, c'est très difficile d'avoir une information, on va dire, complète sur l'immigration. Absolument. À la fois, c'est très difficile d'avoir accès à un certain nombre de données en France sur l'ensemble des réalités migratoires du pays, les entrées, les sorties, les degrés d'intégration économique, l'intégration sociale, culturelle, familiale. Autant d'éléments qui sont beaucoup plus librement accessibles chez nos voisins européens. Et par ailleurs, lorsqu'on parle de ces données, lorsqu'on les utilise, on se heurte parfois à de mauvaises habitudes prises dans ce débat et qui visent à faire de la discussion démocratique sur l'immigration un simple échange de slogans finalement. Et s'il y a bien un sujet aujourd'hui sur lequel on peine à s'entendre sur les faits, c'est celui-là. Or, dans une démocratie, notamment sur un sujet aussi éminemment politique que l'immigration, il peut évidemment y avoir des opinions différentes, mais il nous a semblé nécessaire de réussir à mettre sur le devant de la scène ces faits sur lesquels peut ensuite avoir lieu une discussion éclairée dans la société. Éric Tegner. Moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie aussi sur le fait qu'il y aurait une forme de contrôle de l'immigration aux frontières européennes. Moi, effectivement, je vous l'ai dit, dans ce documentaire que je publie le 15 mai, je suis allé à peu près dans plus d'une douzaine de pays. J'ai fait toutes les voies migratoires, des Canaries, de Lampedusa, des Balkans. Je suis allé jusqu'au Sénégal, en Mauritanie. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Frontex aujourd'hui, par exemple, qui est quand même l'agence censée protéger les frontières européennes, qui a un budget de 800 millions d'euros, ne protège pas les frontières. C'est simplement son ancien numéro 2 et aujourd'hui, enfin son ancien directeur est aujourd'hui au Rassemblement National pour dénoncer, on va dire, ce qu'il n'avait visiblement pas réussi à mettre en place quand il était en poste, pour traduire justement, on va dire, l'inutilité de Frontex. Exactement, et il a expliqué comment justement lui, il a été un petit peu martyrisé par des ONG européennes qui ont essayé de lancer des enquêtes contre lui. Parce qu'on se retrouve, moi c'est ce que j'avais constaté notamment aux Canaries, on pense que les bateaux de migrants qui arrivent, on sait que c'est la nouvelle voie migratoire aujourd'hui, vont être empêchés de rentrer, et non, en fait on se retrouve avec des ONG, la Croix-Rouge, des associations locales, Frontex qui n'est là finalement que pour avoir des observateurs des droits humains. Moi à ce niveau-là, j'en avais vu qu'une seule personne de Frontex, et donc l'objectif aujourd'hui de l'immigration, ce n'est pas de la contrôler, c'est de l'enregistrer, c'est de la réguler, c'est de la faire entrer progressivement sur l'ensemble du territoire, parce que l'opinion publique européenne a été choquée en septembre 2023 par la crise de Lampedusa. Moi j'y étais, où il y a eu 8000 migrants qui sont arrivés d'un coup sur le territoire. Tout à fait, parce que effectivement ils ont l'impression d'un bazar généralisé. Et là, les dirigeants européens se sont dit, bon, on ne va pas freiner l'immigration, mais on va faire en sorte qu'elle soit moins visible et on va mieux la réguler. Mais avant de vous interroger, Nicolas Pouvremonti, vous parliez de la, on va dire, crise migratoire de Lampedusa dont on se souvient. Est-ce que le choc n'a pas été, on va dire, un peu plus lointain? Je me souviens notamment de 2015, avec ce qui s'est passé au moment de la crise syrienne, des personnalités de gauche, notamment dans l'époque, dans le gouvernement Hollande, comme Manuel Valls, alertaient sur la nécessité, on va dire, de faire
très attention en réalité à l'accueil très généreux de certains pays européens parce qu'on ne savait pas comment cela pouvait se finir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelques semaines encore, la presse européenne revenait sur ces années d'erreur d'Angela Merkel. Nicolas Provomonti. Oui, c'est certain qu'il y a eu un basculement migratoire en Europe au cours de la décennie écoulée. Et le moment charnière de ce basculement, ça a été la crise des migrants de 2015. Sur une décennie, entre 2014 et 2024, l'Union européenne a accueilli plus de 8 millions de demandeurs d'asile sur son sol. En termes démographiques, c'est un peu comme si elle avait accueilli un nouvel État membre. Vous voyez, ce serait le 15e État membre le plus peuplé par la taille de sa population, juste après l'Autriche et juste avant la Bulgarie. Elle a aussi beaucoup augmenté ses canaux classiques d'immigration légale. C'est-à-dire qu'en 2023, les États membres de l'UE ont accordé 3,7 millions de premiers titres de séjour dans leurs pays respectifs. C'est presque 150% de plus que 10 ans avant. Donc ça, c'est toute l'immigration, on va dire, qui est dans les radars. Et ce qui n'est pas dans les radars ou beaucoup moins, c'est effectivement ce qui relève des franchissements irréguliers. Et de ce point de vue-là, il faut quand même mettre en exergue le caractère quasiment schizophrénique du mandat qui est donné à Frontex, effectivement. C'est-à-dire que Frontex, c'est une agence qui est censée épauler les États membres dans la protection des frontières extérieures de l'Union, c'est-à-dire les frontières entre les États membres de l'UE et l'extérieur. Et dans le même temps, Frontex est tenu par un principe qui s'appelle le principe de non-refoulement, qui fait qu'on ne peut pas refuser l'entrée à quelqu'un qui prétend au statut de réfugié. Donc à la fois, il faut protéger les frontières, mais on ne peut pas empêcher les gens d'entrer. Mais je me tourne vers vous pour tisser la suite de votre pensée, Éric Tegner et Nicolas Provomonti. Le but étant quand même, je crois en tant que citoyen attentif, on entend régulièrement quand même les politiques depuis de nombreuses années d'abord remettre en cause ces fameux accords Schengen, ensuite on va dire avoir plus de sévérité aux frontières. Concernant l'immigration illégale, on est face à quoi? Est-ce qu'on est face par exemple à une machine d'État débordée, à une machine européenne qui ne sait pas ce qu'elle fait, ou tout simplement à une volonté derrière laquelle il y aurait peut-être une explication très politicienne de ne pas toucher à ça? C'est effectivement un problème de droit européen. Moi, je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu. On sait qu'en ce moment, cette année, là où il y a le moins d'entrées illégales, c'est sur la route des Balkans, qui pourtant, vous en parliez en 2015-2016, avait été la principale route migratoire. Et pourquoi? Parce qu'il y a un petit pays qui s'appelle la Bulgarie, qui est face à la Turquie et qui, lui, ne fait rentrer personne. La Turquie que l'Union européenne aide régulièrement, ça commence à être un vrai sujet actuellement. Il y a des centaines de milliers de Syriens à la frontière turque qui attendent justement de franchir et de venir en Europe, ce qui donne une force à Erdogan d'un point de vue diplomatique. D'ailleurs, il avait fait son chantage migratoire en 2016. Exactement. Et il a retenté en 2021 également de le faire parce qu'en France, on pouvait critiquer certaines mosquées financées par la Turquie. Et donc, qu'est-ce qu'il se produit en Bulgarie? En Bulgarie, moi j'ai pu le constater, il y a ce phénomène justement de pushback, de refoulement illégaux. Les membres de Frontex que j'ai pu voir qui sont sur place m'ont expliqué qu'ils ne voyaient jamais de migrants. Pourquoi? Parce que très concrètement, les Bulgares, ils ont institué un système qui, d'un point de vue européen, est totalement illégal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un franchissement illégal de migrants de la frontière turque, ils les récupèrent de nuit, ils les amènent dans un camion jusqu'à un commissariat, puis le lendemain matin, moi j'ai pu les suivre, à 5h du matin, derrière des camions bâchés, ils vont les remettre de l'autre côté, du côté turc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois qu'ils savent qu'il y a une traversée illégale de migrants? Ils disent à Frontex, ne venez pas. Parce que si Frontex est sur place, ça va les empêcher de faire ce travail. Parce que, et ça je vais vous dire, les dirigeants européens, ils sont évidemment au courant de ce qui se passe, mais ils laissent faire parce qu'ils savent que c'est la seule façon aujourd'hui de contrôler l'immigration. Donc ça paraît paradoxal, on est dans un système schizophrénique, où aujourd'hui, ce qui permet justement à l'Europe d'avoir moins de migrants du côté des Balkans, c'est le fait que la Bulgarie fasse cela. On se souvient comment Viktor Orban, qui faisait la même chose en Hongrie, avait complètement été vilipendé et avait perdu des fonds européens à cause de cette notion de pushback, où effectivement, comme le disait Nicolas Provomonti, on ne peut pas aujourd'hui empêcher quelqu'un de rentrer sur les territoires européens. Oui, avec en plus concernant Viktor Orban tout d'autres sujets, notamment sa proximité, on va dire, entre l'État et les juges, qui avait posé d'autres problèmes concernant l'arrêt de certains fonds européens. Peut-on réussir en France à faire de l'immigration une véritable chance? J'attends vos commentaires, réactions, idées, avis. Venez participer un peu à cette discussion entre Nicolas Provomonti et Éric Tegner. On est ensemble jusqu'à 14h. 0826 300 300, l'application Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. Peut-on réussir à maîtriser l'immigration en France pour réussir à en faire une chance pour notre pays? Ce sont évidemment les mots utilisés par Bruno Retailleau, et j'en discute pendant encore 45 minutes avec Nicolas Provomonti, le cofondateur et le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et d'Éric Tegner, le créateur et le fondateur de Frontières, qui lance dans quelques semaines, le 15 mai précisément, Frontières Plus, une plateforme justement avec du reportage, des enquêtes, des documentaires, et la première grande série documentaire que vous
vous lancez, c'est précisément sur le business de l'immigration avec les passeurs et tout le business totalement glauquissime d'ailleurs qui se cache derrière tout ça. La question qu'on était en train de se poser, c'est que mine de rien, tout se joue en réalité à l'échelle européenne. On sait à quel point des pays font du chantage avec ça. On parlait de la Turquie. Quand on regarde aujourd'hui certaines attitudes de députés qui encouragent en fait à construire un avenir avec la Turquie, on se demande si c'est une sorte de naïveté qu'on pourrait trouver touchante et même parfois sincère, ou si c'est juste, on va dire, un aspect politicien qui fait que tout le monde, à partir du moment où ça peut nous apporter quelque chose financièrement, tout le monde peut être un partenaire, même si on a fait du chantage migratoire. Alors je vais vous dire, Maxime, moi mon opinion, c'est que aujourd'hui, les responsables politiques, ils veulent cette immigration et ils sont pas prêts à l'assumer. Donc ils sont plutôt dans une logique de mentir, d'essayer de faire croire que c'est une chance pour la France. De jugeote pour penser, quand on voit l'évolution des opinions européennes sur ce sujet, que on va dire le seul aujourd'hui pouvoir politique puisse l'accepter, parce qu'en réalité on voit bien qu'il y a une véritable volonté de s'y opposer dans les opinions européennes. Oui, bien sûr, mais pour autant vous avez l'Espagne qui a annoncé qu'ils allaient régulariser 900 000 clandestins, et étant donné qu'on est encore dans les accords Schengen et au gouvernement ils sont pour Schengen, c'est-à-dire que ces clandestins régularisés en Espagne vont pouvoir franchir la frontière et venir en France. La réalité aujourd'hui, c'est que la France elle est totalement attractive. Moi je vais vous donner un exemple très concret, parce qu'à chaque fois les gens de gauche ils vous disent qu'eux ils connaissent, et que les gens plutôt de droite ce sont ceux qui en fait ne connaissent rien et font de l'idéologie. Bien sûr, moi je l'assume, je ne me prétends pas neutre. Et donc moi j'ai vu un passeur qui s'appelait Abdoulaye sur les plages du Sénégal, donc à des milliers de kilomètres d'ici. Et qu'est-ce qu'il m'a dit face caméra? Il m'a dit: aujourd'hui on sait tous que les hôpitaux en France c'est gratuit, le problème au Sénégal c'est que les hôpitaux ce n'est pas gratuit. Il me parlait de ses amis à Montpellier, de ses amis à Dijon en fait. Et quand je lui posais la question en lui disant: oui mais tous les migrants qui veulent aujourd'hui partir en France, est-ce que c'est pas un problème pour eux de quitter leur pays? Ils me disent: mais non, ils rejoignent leur famille, parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui de diaspora qui est énorme en France, qui fait qu'il y a de plus en plus. Et moi ce qui m'avait tétanisé à la fin de cette interview de ce passeur, c'est que je lui demande: mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer aujourd'hui? Il m'a dit: ça ne s'arrêtera jamais. C'est ça la réalité, c'est que la crise migratoire elle est devant nous. On nous fait croire qu'on importe des bacs plus 10 alors qu'en fait on se retrouve plutôt avec des personnes qui vont être sous-diplômées qui viennent. Ça vous posez deux sujets majeurs. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Nicolas Pouvon-Monty. Vous parliez des chiffres. Les chiffres sont importants dans ces débats. Quand on parle de l'attractivité de la France, on sait que c'est en effet à la fois, mine de rien, un argument qui est évoqué par la droite et toute une partie du spectre politique en disant: le problème migratoire, ça ne s'arrêtera jamais, précisément parce que notre pays est très attractif. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans les chiffres quand on parle de l'accès aux soins, parfois l'accès au logement, l'accès au marché du travail? Est-ce que c'est ce qu'on aperçoit également dans ces données? On peut dire que c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un cadre structurel qui est celui qui vient d'être décrit, à la fois un grand déséquilibre démographique. Le continent le plus vieux du monde, l'Europe, est à quelques encablures du continent le plus jeune du monde, l'Afrique, avec des écarts de niveau de vie gigantesques. Le PIB par habitant du Mali est 50 fois inférieur à celui de la France, avec une population africaine jeune qui va encore gagner 1 milliard d'habitants d'ici à 2050. Donc là, c'est le cadre structurel. Et dans ce cadre-là, sur les principaux volets de l'attractivité, disons, sanitaire et sociale, la France se rend effectivement plus attractive que ses voisins. On pourrait multiplier les exemples. Il y a évidemment le cas... Si on devait, on va dire, donner deux exemples concrets pour que ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs réagissez 0826 300 300, l'application Sud Radio, pour comprendre comment, vis-à-vis de l'immigration, la France reste extrêmement attractive, comme le dénonçait Éric Tegner. Alors, pour ne prendre que deux exemples, sur l'hébergement, la France est l'un des seuls, si ce n'est le seul pays en Europe à avoir inscrit dans ses lois, dans son droit, le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes, quel que soit leur statut de présence migratoire. Et le mot inconditionnel là-dedans pose problème. En tout cas, visiblement, c'est ce qui fait que c'est une exception. Et quel est le résultat de ça? Nous dit la Cour des comptes il y a quelques mois, c'est qu'on a aujourd'hui au moins la moitié des places d'hébergement d'urgence du parc de l'État qui sont occupées par des immigrés en situation irrégulière, pour un coût d'1 milliard d'euros par an, avec évidemment un effet d'éviction gigantesque pour les Français comme pour les étrangers en situation régulière. Et peut-être un deuxième exemple sur le volet de la santé. On parle beaucoup de l'aide médicale d'État et c'est évidemment légitime, parce que l'AME est une exception en Europe par le caractère très large du panier de soins qui est intégralement pris en charge. Et ça a fait polémique ces dernières semaines. En situation irrégulière, c'est-à-dire que quand je parle de largesse du panier de soins, c'est tous les soins sauf les PMA, les cures thermales et une poignée de micro-exceptions. Mais à côté de ça, il y a encore d'autres dispositifs de soins qui sont uniques en France. Pour parler d'un sujet qui monte dans l'actualité, et ça me semble heureux, les titres de séjour pour soins. La France est l'un des seuls, si ce n'est le seul pays en Europe, à prévoir dans son droit la possibilité de donner un titre de séjour à un étranger extra-européen malade, parce qu'il est malade, en prenant intégralement en charge ses soins. À quoi ça conduit concrètement? Il y a eu un excellent rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, il y a de ça 3 semaines. Des services saturés par l'afflux de patients étrangers sur des pathologies lourdes qui sont celles prises en charge par ces titres de séjour.
un coût global de ce dispositif qu'on ne connaît pas, mais dont on sait qu'il peut monter pour le seul aspect médicamenteux jusqu'à plus de 2 millions d'euros par an et par patient étranger. Ce qui est colossal. Ce qui est absolument colossal. Et donc tout ça, ce sont des singularités françaises. Le cadre européen nous contraint beaucoup en matière d'immigration, mais sur ces sujets-là, il y a eu une volonté proactive, si je puis dire, des gouvernements successifs de mettre en place ces dispositifs. Vous voyez, quand vous entendez tout ça, vous avez certainement des choses à nous raconter, des réactions, ou peut-être justement prendre le contre-pied de cette discussion en disant mais justement la France, on va dire, a un certain honneur à défendre à l'international et donc c'est bien qu'elle, on va dire, mais acte le fait que l'accès au logement soit inconditionnel, etc. La fameuse patrie des lois de l'homme, il y a aussi peut-être cet héritage à sauver. Éric Tegner, je vous voyais dodeliner durant l'exposé de Nicolas Bouvrmonti. Oui, parce que je pense qu'il y a deux fausses bonnes idées souvent qui sont peut-être pensées par certains des auditeurs de Sud Radio. Le fait d'abord qu'il faille régulariser des sans-papiers et ensuite qu'il faille aider les pays africains pour qu'ils puissent s'en sortir. Le premier point sur la régularisation de sans-papiers, moi je vois au gouvernement aujourd'hui des personnes qui disent qu'ils veulent lutter contre l'immigration, mais qui avaient voté l'article 3 de la loi immigration qui permettait la régularisation des sans-papiers. Imaginez un petit peu le message qui est envoyé. Moi, à nouveau, à Lampedusa, j'avais interviewé quelqu'un qui venait de Côte d'Ivoire et je lui disais, vous savez, il y a quand même des problèmes d'emploi en France, ça va pas être non plus très facile, parce qu'il me disait qu'il venait pour des raisons économiques, hein, pas parce qu'il fuyait la guerre. Hein. Ça, c'est encore une fois une fausse idée, cette idée qu'aujourd'hui les migrants, etc., les réfugiés, ils fuient d'abord leur pays en guerre. Il me disait, je sais que ça sera un travail illégal, mais que j'ai un espoir d'être régularisé. Oui, mais alors dans ce cas-là, non, mais alors sur cet argument, Éric Tegner, et ils sont nombreux parfois à nous appeler, notamment il y a de nombreuses semaines quand on évoquait cette loi immigration, les nombreux débats déjà à l'époque de Gérald Darmanin, puis avec Bruno Retailleau, à dire mais qu'on le veuille ou non, il y a des secteurs, les fameux secteurs en tension, qui ont besoin de l'immigration parce que, on va dire, ceux qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi, qui veulent un travail, ne font pas, on va dire, certains métiers très compliqués en cuisine, certains métiers très compliqués, y compris parfois dans la fonction hospitalière. Donc comment vous répondez à ceux qui vous disent c'est malheureusement un mal pour un bien parce qu'on va régulariser certes, mais des gens qui travaillent depuis des mois, voire des années, qui le font bien, qui sont parfaitement intégrés. Comment répondre à ça ? Il y a des millions de chômeurs en France. En fait, il faut arrêter d'être dans une logique uniquement d'assistanat. Il faut mettre au travail plein de gens qui veulent pas le faire. Eux ne veulent pas le faire. Oui, mais il faut peut-être les forcer. Je trouve ça un peu plus facile de pousser des gens qui ne veulent pas travailler à travailler que de se dire qu'on va faire venir des gens de milliers de kilomètres, qu'on va quand même de facto les pousser à franchir par exemple la Méditerranée, ce qui est extrêmement dangereux. Moi je veux dire, la grande question qui m'était posée en allant dans ces pays, c'était de me demander c'est quoi ces filières de passeurs. Et au bout du compte, en voyant ces passeurs, en voyant ces gens, moi ma conclusion c'est quoi ? C'est que les véritables passeurs, Maxime, c'est nous. C'est nous en envoyant des messages aussi forts à ces migrants en leur disant vous avez un avenir chez nous, alors que dans les faits ça n'est pas le cas, parce que pardonnez-moi, c'est une fausse bonne idée. Le migrant, lorsqu'il va arriver en France et qu'il va faire ce travail que le français ne veut pas faire, au bout de 2 ans, il va accéder à une forme de petite classe moyenne, et lui non plus, il voudra plus faire le travail, et donc il va falloir faire rentrer à nouveau des gens, et les personnes ils vont réaliser qu'en fait le système social c'est plus intéressant, et donc on va se retrouver sur une situation où on va avoir de plus en plus de chômeurs et de plus en plus de gens qui vont être sous une logique d'assistanat social. Nicolas Bouvrmonti, sur l'argument de l'immigration dans le travail, vous, quand vous analysez la série de chiffres, on va dire, que vous engloutissez chaque jour, qu'est-ce que nous disent les chiffres précisément ? Est-ce que c'est vrai que, on va dire, ils remplissent toute une part de travail qui sont compliqués, ou est-ce que c'est une illusion de penser qu'ils viennent combler les métiers les plus compliqués que les Français chômeurs, eux, ne veulent pas remplir ? Alors je dirais que sur l'immigration de travail, il y a vraiment 3 choses qu'il faut rappeler sans cesse. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a à peine un titre de séjour sur 10 en cours de validité en France, qui est un titre pour motif économique, donc un titre de séjour pour vos auditeurs. Un titre de séjour sur 10. C'est ça, un titre de séjour sur 10, 10% du total. On a aujourd'hui un peu plus de 4 millions de titres de séjour en cours de validité. Donc les titres de séjour qui concernent des étrangers majeurs extra-européens en situation régulière. 1 sur 10 est pour motif économique, donc ce qu'on appelle l'immigration de travail. On voit à quel point cette réalité est aujourd'hui minoritaire dans l'immigration en France. Un deuxième aspect important, c'est qu'il n'y a jamais d'immigration de travail pure, dans le sens qui ne serait pas lié à d'autres types d'immigration, et que l'immigration de travail vient toujours l'immigration familiale, parce que dans notre droit, le principe de regroupement familial est consacré par les jurisprudences constitutionnelles et européennes. Et enfin, un troisième sujet peut-être plus structurel, c'est que l'immigration que nous recevons aujourd'hui, notamment quand elle est au travail, même quand elle est au travail, elle est globalement peu qualifiée. Et quand elle travaille, elle tend à occuper plutôt des emplois peu qualifiés, peu rémunérés. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique à la fois un bilan fiscal en termes de sollicitation des dépenses publiques et de contributions qui est globalement négatif, y compris pour des immigrés qui travaillent. Et ça implique aussi qu'un certain nombre de secteurs qui sont en quelque sorte drogués à cette immigration bon marché, souvent en situation irrégulière,
se dispensent de faire les investissements en capitaux, d'améliorer leur productivité, de se robotiser. Et nécessaire peut-être pour attirer les Français qui sont actuellement au chômage et qui cherchent un emploi dans ce secteur. Absolument. En faisant ça, ils continuent à se rendre peu attractifs, étant entendu qu'on a aujourd'hui, alors ce sont les données de l'OCDE de 2020, on avait en 2020 à peine la moitié, 51% des étrangers extra-européens en âge de travailler en France qui occupaient un emploi, donc il y a déjà ce vivier dans lequel piocher. Et si je peux dire bien sûr, simplement, dans quelques secondes, on se retrouve 0826 300 300 parce que les auditeurs sont nombreux. On ira du côté de Bordeaux retrouver Olivier et du côté également de Lepéreux-sur-Marne avec Luc qui veulent justement échanger, participer au débat. Peut-on réussir à maîtriser l'immigration pour que ce soit une chance pour la France? On parlait du travail, on parlait de l'économie, on parlait des règles européennes, françaises, contraignantes, pas suffisamment. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure. 0826 300 300, on se parle vrai. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Peut-on réussir à faire en sorte que l'immigration soit une chance pour la France, donc à la maîtriser, à beaucoup mieux, on va dire, l'insérer dans le domaine économique, ou si on n'arrive pas à tout ça, est-ce que ce sont la faute, on va dire, des règles européennes? Est-ce que c'est la faute de nos propres règles à nous, de certaines naïvetés que peuvent avoir notamment nos dirigeants politiques? On vous pose toutes ces questions, 0826 300 300. J'en discute avec Nicolas Pouvomonti, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et avec Éric Tegner, qui est le fondateur de Frontières, mais qui lance dans 2 semaines, le 15 mai pour être précis, Frontières Plus, une plateforme pour retrouver toute une série d'enquêtes, de documentaires, de reportages, dont le premier précisément sur justement ce business de l'immigration avec les passeurs que vous êtes allés rencontrer. Vous nous avez donné quelques détails. 0826 300 300, on part du côté de Bordeaux, retrouver Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien, il fait beau. Donc il fait beau. Vous êtes à Bordeaux, vous écoutez Sud Radio, c'est une certaine idée du bonheur finalement. Oui, ça pourrait être pire, on va dire. Voilà. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure et vous dites, mais quand même, il faut rappeler que la France est un pays d'immigration parce que c'est un fait historique. Il y a peut-être beaucoup de choses à corriger, mais d'une certaine manière, on doit en être fier. C'est ça, Olivier ? Il y a plusieurs choses. Déjà, notre histoire, c'est une histoire mélangée. Je ne vais pas remonter aux Romains et au califat arabe en 720 à Béziers, mais en tout cas, on a une histoire déjà de créolisation qui est assez ancienne, en plus d'avoir une histoire coloniale qui fait qu'on a un rapport à l'immigration, parce que quand on regarde la population qui immigre chez nous en France essentiellement, c'est une population qui provient des anciennes colonies au départ. Alors après, il y a quelques exceptions près. Et il semble aussi qu'on a peut-être on l'a vu à travers le problème avec l'Algérie ces derniers mois, qu'on a un petit problème de... On continue à le voir, même. Oui, mais on a un problème de décolonisation des esprits, en fait. On se rend compte que la France n'a peut-être pas fait le travail qu'elle devait faire pour pouvoir accepter l'immigration à la hauteur de ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que c'est une richesse, et tant l'immigration que la créolisation, mais ça dépend comment on fait les choses. J'entendais juste avant votre intervenant qui expliquait qu'elle permettait de maintenir une espèce de dumping social, et c'est pas la société qu'on veut en fait. Donc mais précisément, si c'est pas, pardonnez-moi de vous apporter la contradiction, camarade Olivier, mais si c'est pas ce qu'on veut, est-ce que justement c'est quelque chose de sain qu'on continue potentiellement à en accueillir autant, à en faire travailler autant, si nous ne sommes pas capables derrière d'en assurer, on va dire, l'assimilation? Alors, on n'a pas le choix, parce qu'on a besoin d'eux, d'une part, et deux, on a le même problème avec les citoyens français. C'est un problème citoyen. Si vous voulez, à un moment donné, on va montrer du doigt l'immigration, elle sert de cache-sexe. Le problème qu'on a, les gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui travaillent à plein temps et qui sont obligés de faire des travaux au black pendant le week-end, c'est l'histoire de tous les Français d'être de plus en plus nombreux. Il y a une paupérisation, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Donc si je vous suis bien, Olivier, ce que vous nous dites au 0826 300 300, c'est de dire en réalité, on accuse l'immigration de beaucoup de maux qui concernent énormément de Français, que ce soit le déclassement économique, le dumping et la difficulté à trouver du travail. C'est ça, discussion entre Nicolas Pouvomonti et Éric Tegner sur ce sujet qui vous répondent et on entretient le dialogue. Nicolas. Écoutez, alors sur l'histoire du peuplement de la France, on ne va pas faire de grandes parenthèses. En vérité, la population de la France est restée globalement homogène et stable pendant au moins 1500 ans. Ce qui trace la singularité de la France, c'est vraiment une forme de sédentarité. En revanche, la France a été effectivement une très grande terre d'accueil. A été le premier pays d'immigration en Europe à la fin du 19e siècle, ça c'est très vrai. Une immigration qui est restée essentiellement européenne pendant un siècle et qui a ensuite changé de nature à partir des Trente Glorieuses.
Mais ce qu'il faut dire, au-delà de toutes les considérations historiques, c'est que la situation migratoire que nous vivons aujourd'hui est inédite par à peu près tous les aspects. C'est-à-dire qu'il est factuellement vrai de dire, d'affirmer qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Le nombre de premiers titres de séjour qu'on a accordé l'an dernier était le triple de celui qu'on accordait à la fin des années 90. Le nombre de premières demandes d'asile que nous avons reçues a été le triple de ce qu'on recevait à la fin des années 2000. L'immigration irrégulière, par nature, elle est difficile à quantifier, mais si on prend un indicateur classique... La Cour des comptes, c'est quoi, entre 900 000 et 1,2 million C'est ça, le ministère de l'Intérieur est plus prudent, dit 600 000 à 900 000, mais on est en tout cas dans ces eaux-là. La fourchette, on va dire proche du million, un peu bas. Et pour ce qui est de la dynamique, on a un indicateur intéressant qui est celui des bénéficiaires de l'AME, on en parlait, l'aide médicale d'État, réservée aux étrangers en situation irrégulière. Le nombre de ces bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans, ce qui atteste de la dynamique globale de l'immigration clandestine. Et peut-être un tout dernier point, cette fois-ci, pour aller dans le sens de votre auditeur. La France a effectivement la singularité de recevoir l'immigration la plus africaine, la plus largement originaire du continent africain parmi tous les pays d'Europe. C'est 3 fois la moyenne de l'UE pour ce qui est de la part des immigrés africains dans le total des immigrés en France. Olivier, est-ce que vous êtes convaincu du côté de Bordeaux par le plaidoyer que vient de livrer Nicolas avant d'écouter le camarade Éric Tagner aussi? En fait, je pense pas que ce soit contradictoire. Moi, j'entends ce qu'il vient d'expliquer, mais les faits sont têtus. Comme je le disais, l'immigration africaine, elle a une histoire et c'est notre histoire coloniale. Et là, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à Mathusalem. Et on voit bien qu'il y a une immigration, par exemple, en Europe, du peuple libyen, du peuple syrien et d'un certain nombre de peuples qu'on est allé bombarder ou même faire tomber, quand c'est le cas de la Libye. Et on n'aurait pas de responsabilité. On regarderait juste les conséquences en disant « Oh, on se fait envahir ». Bah non, on est parti bombarder chez les gens. Il se passe des trucs après, quoi. Oui, donc mine de rien, on subit un peu les conséquences de nos actes, Olivier. Il y a une politique autour des hydrocarbures qui fait qu'on a ce genre de conséquences d'immigration. On ne va pas se voiler la face. Donc après, l'immigré devient un prétexte, mais si on avait laissé tranquille les gens chez eux, ils seraient peut-être pas venus nous voir. On a quand même ce problème-là de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de conflits et qu'on est parti intervenir avec l'OTAN, entre autres, dans plein de pays où on n'aurait pas dû mettre les pieds. Donc merci tout simplement de votre franc-parler, Olivier, depuis Bordeaux. Embrassez cette belle ville, surtout que vous avez la chance de profiter sur du soleil. Éric Tagner, je voyais trépigner face à un certain peut-être vocabulaire du camarade Olivier qui parlait de créolisation, sur la part de colonisation qu'on n'aurait pas assumée jusqu'au bout. Oui, alors déjà, moi j'ai bombardé personne, mes parents non plus, mes grands-parents non plus, et donc c'est vrai que j'ai du mal à entendre tous ceux qui disent en fait il y a eu la colonisation et on doit payer désormais. Et il faut payer jusqu'au bout, il n'y a aucune limite, c'est ça qui pose problème. Moi, sur le fait que ce soit peut-être encore un traumatisme, peut-être entretenu, notamment, on l'a vu largement par l'Algérie, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que certains entretiennent un rapport complexé. Dans ce cas-là, il faut divorcer définitivement. Si on veut ne pas les traiter, les Algériens, comme justement une catégorie différente, il faut arrêter de leur donner des accords privilégiés. Moi, c'est ça le problème qui me dérange. Mais je vais vous dire, les auditeurs de Sud Radio, je pense qu'il y a un parler vrai. Dans les faits, ils ont vu le pays changer. Oui, l'immigration aujourd'hui qui pose problème, c'est une immigration d'origine africaine et d'origine arabo-musulmane, parce qu'il y a un problème d'assimilation dans le pays. L'immigration d'origine italienne, d'origine polonaise, d'origine ukrainienne, ça ne pose absolument aucun problème. On a accueilli plus d'1 million d'Ukrainiens en Europe, personne ne s'en est plaint. La vérité, c'est ce sujet de l'assimilation qui pose un véritable souci et qui pose un problème d'identité dans le pays. Moi, je vais vous dire, ce qui m'inquiète, moi, c'est l'émigration. Il y a près d'1 million de Français qui ont quitté le territoire et ça ne nous intéresse pas. Et quand on va nous dire, oui, c'est une chance pour la France, mais pardonnez-moi, moi, je constate ces dernières années une tiers-mondisation de nos services. Ça va vous paraître populiste, ce que je dis. Non, mais ça, sur le coup, c'est pas que de la faute de l'immigration. La tiers-mondisation des services, c'est l'hôpital, la police. Si vous avez des auditeurs de SFR ou d'Orange qui vont appeler le service client, ces dernières années, à chaque fois, on a des gens qui ne parlent pas la langue française. Vous le savez mieux que moi, tout simplement pour les bénéfices, où ils mettent quelques usines au Maroc et ailleurs, parce que ça entraîne, si vous voulez, une baisse des prix. Il y a ça partout. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle immigration qui prend certains emplois sont des emplois, on le voit, moi, dans le bâtiment, sont des emplois, la peinture va être mal faite, etc., parce que c'est pas la même qualité. Est-ce qu'on veut aujourd'hui qu'en France, les services soient faits par des gens qui, effectivement, viennent de pays où la qualité est quand même moindre? Et je veux dire, il y a 400 000 étrangers sur le territoire qui sont au chômage. Pourquoi on les fait pas travailler? Alors, est-ce que Luc va être de votre avis, qui nous appelle du côté de Le Perreux-sur-Marne? Vous nous avez appelé 0826 300 300, Luc, en disant écoutez, j'adore votre discussion, mais moi je vais être encore plus franc. Vous avez une question, j'ai la réponse. L'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est ça, Luc? Bonjour Maxime, bonjour à vos invités. Merci beaucoup de nous appeler. Je vous en prie.
Merci de me recevoir surtout. Tout d'abord, je ne veux pas faire preuve de parti pris, ça c'est pas du tout mon genre, mais je voudrais faire toutes mes félicitations et encourager, s'il en est besoin, Éric Tegner et à son équipe pour leur travail sanitaire. Parce que vous les rejoignez sur le constat et sur l'urgence peut-être qu'il faut avoir sur quoi? Sur l'urgence migratoire, c'est ça selon vous? Totalement. Nous sommes engagés dans une pente qui est mortifère pour notre pays, mais réellement mortifère. 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 Nous sommes en train de perdre tout ce qui fait, je dirais, notre originalité en se pliant par la faute de dirigeants. Vous disiez tout à l'heure naïfs. Non, ils ne sont pas naïfs. Ils connaissent très bien la situation. Ils sont lâches. Tout simplement. Pour vous, c'est quoi? C'est en réalité, si j'essaye de tisser le fil de votre pensée, Luc, c'est quoi? C'est des dirigeants qui n'ont d'abord peut-être pas voulu voir le problème de l'immigration et qui ensuite se sont arrangés avec. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec le fameux sentiment de submersion prononcé par François Bayrou. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité de la submersion. Quand Éric Tegner parle de la situation à l'hôpital, j'espère pour vous que vous n'y allez pas et vous n'y irez jamais. Allez très malheureusement, si. Dans les services d'urgence. Et vous verrez comment ça se passe. Moi, j'ai passé pas mal d'années en Belgique. Oui, Belgique, pays qui a sombré dans justement ce que le Figaro Magazine il y a quelque temps appelait le Belgiquistan, c'est-à-dire une islamisation progressive de la société. Ah oui, elle est méchamment progressive. Hein. Et c'est ce qui nous guette. Il faut arrêter de jouer les benets. L'immigration islamique, musulmane, je ne vais même pas dire islamique, je vais dire musulmane, n'est absolument pas une chance pour la France. Luc, que l'islamisme soit un problème pour ce pays, je pense que tout le monde est d'accord dans ce studio pour le reconnaître, que les musulmans sont un problème pour la France, je ne vois pas le sujet. Non, quand je dis l'immigration musulmane, je reprends effectivement ce dont on parlait, c'est-à-dire de l'immigration africaine. Oui, je vois, c'est ce que dit Nicolas Pouvreau-Monti qui, en vous écoutant, voulait réagir notamment. Non, effectivement, et peut-être pour rebondir sur ce que dit votre auditeur, Luc. Il y a effectivement, Luc pointe le degré de pression qui est mis sur certains services publics, dont les services de santé, et ça, c'est vrai que c'est un marqueur majeur de notre politique d'immigration, qui rajoute des degrés de pression. D'accueil qu'ils rejoignent, parce que plus jeunes, en meilleure forme physique, etc. En France, c'est l'inverse. La part des femmes immigrées qui déclarent un mauvais état de santé est supérieure de moitié à celle des femmes non immigrées, à celle des femmes sans ascendance migratoire. Et ce ratio est supérieur d'un tiers chez les hommes immigrés. Donc on a une immigration qui globalement est en mauvaise santé, qui globalement aussi est moins en emploi. Qui peut justement justifier la pression que dénonçait le camarade Luc à l'instant au 0826 300 300 de dire oui mais regardez les urgences, etc. C'est ça, qui va à la fois plus recourir au système hospitalier et au système de soins en général, tout en contribuant moins à son financement parce qu'on l'a dit, on a une immigration qui est peu en emploi. Et peut-être un deuxième exemple très rapide sur la question du logement. On a en France la singularité d'avoir un système de logement social très particulier. Un quart des logements sociaux dans l'Union européenne se trouvent en France. Et les immigrés vivent en moyenne 3 fois plus souvent en logement social que les personnes sans ascendance migratoire, ce qui implique des enjeux financiers et des enjeux d'éviction qui sont assez évidents. Les chiffres pour éclairer ce débat mine de rien complexe. Peut-on réussir à maîtriser l'immigration pour que ce soit une chance pour la France? Vous êtes sur Sud Radio, vous avez le parler vrai de nos intervenants, Éric Tegner et Nicolas Pouvreau-Monti, mais également des auditeurs qui s'accumulent au standard. Dans quelques instants, on partira du côté de Bordeaux, encore, décidément, quelle belle ville, avec Xavier, et du côté de Cédric également. L'un qui dit je suis d'accord avec Éric Tegner, l'autre qui dit mais soyons francs, si on arrête l'immigration, notre pays coule. Vous voulez vous aussi participer à ce débat? 0826 300 300, l'application Sud Radio, vous le savez, c'est le parler vrai. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Et dernière partie de notre débat sur l'immigration avec d'un côté les chiffres, la rigueur, Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démocratie, et de l'autre Éric Tegner, fondateur de Frontières Plus, mais de Frontières, et vous lancez dans 2 semaines Frontières Plus le 15 mai avec une série de documentaires, de reportages, le premier gros volet étant dédié à l'immigration. On veut votre avis, vos commentaires, votre participation à cette discussion 0826 300 300 sur l'application Sud Radio, et vous êtes nombreux. On part du côté de Cédric, côté Autignac. Bonjour Cédric. Est-ce que vous êtes avec nous, Cédric? C'est moi. D'habitude, vous devrez que la porte.
Ah ben non, Alors Cédric, je crois que vous êtes formidable, mais on va vous laisser visiblement gérer une altercation avec un livreur qui n'a ouvert que la porte. Ça a été très compliqué. Prenez ce temps-là, Cédric, et vous nous appelez quand vous êtes à nouveau tranquillement dans votre canapé. On va partir du côté de Bordeaux plutôt. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous n'avez pas de problème de livreur ou avec votre porte, tout roule, vous pouvez parler sereinement. Je peux parler sereinement. J'ai juste la petite qui a 1 an qui pleurniche un peu dans son lit à côté, mais ça va. Mais si, laissez-la à côté de Sud Radio et je vous assure qu'elle va réussir à être bercée tranquillement. Vous nous appelez pour nous dire... Elle va être bercée par vos citations de Vladimir Lénine ou Mark Twain, je sais pas, mais vous l'avez dit tout à l'heure, les faits sont têtus. Alors bon. Non, vous nous appelez pour dire dans ce débat, si on arrête l'immigration, mine de rien, soyons francs, notre pays coule. Bah effectivement, en fait, au-delà de, j'ai entendu les frustrations, les angoisses identitaires qui ont été évoquées par les personnes en plateau ou par les personnes qui sont intervenues qui sont une réalité. Il y a des angoisses identitaires. J'ai entendu des propos racistes qui sont condamnables par la loi. Quand j'entends dire que le travail des immigrés arabo-musulmans ou africains est de moins bonne facture que celui, par exemple, des immigrés italiens, c'est clairement du racisme. Non, mais ce qu'on disait, Xavier, ça a été montré avec les chiffres, c'est que c'est que l'immigration ici en France, quand elle travaille, c'est une immigration qui était beaucoup moins qualifiée. Mais en fait, on a des immigrés qui sont peu qualifiés, mais on a aussi des immigrés très qualifiés. Par exemple, il y a des domaines dans lesquels la France ne forme pas assez d'ingénieurs, par exemple, ou de médecins. Et donc, on a beaucoup de médecins et d'ingénieurs étrangers qui viennent travailler en France et qui justement arrivent à faire tenir notre système. Donc tout ce que j'entends, c'est cette angoisse identitaire. Je la comprends, je la conçois. Les gens comprennent. Enfin, on a beaucoup de soixantenaires, etc., de personnes âgées qui ont l'impression, le sentiment que la France change. Oui, la France change. Oui. Non mais Xavier, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, moi je vous rejoins évidemment, heureusement qu'il y a énormément d'immigration dans certains pays, les fameux secteurs en tension, et vous écoutez sans doute le débat depuis le début, on l'a précisé, l'idée c'est justement d'essayer d'entendre toute une nuance de pensée sur ces sujets. Vous dites, et vous êtes convaincu, en tout cas de ce que j'entends, vous croyez que c'est en réalité l'angoisse identitaire qui prend le pas sur le débat aujourd'hui en France, c'est ça? En fait, on a surtout un enjeu politique, c'est-à-dire qu'on a un enjeu politique, c'est-à-dire qu'on a des mouvements politiques qui jouent sur cette angoisse identitaire pour faire leur fonds de commerce. Et donc ils alimentent ça à base de théories fumeuses et ils oublient de dire aux gens ce que je vais vous dire là tout de suite et qui va, j'espère, convaincre même les plus racistes d'entre eux. Allez-y, la plaidoyer de Xavier sur Sud Radio, allez-y. C'est de dire même à ceux qui votent le plus à droite possible, voilà. Écoutez bien, si on arrête l'immigration, alors oui, il y aura peut-être moins de musulmans et d'Africains en France qui arriveront en France, mais le problème, c'est qu'il est économique, le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de natalité qui était avant au-dessus de 2. Là, on est passé en dessous de 2, on est à 1,6, 1,7. C'est-à-dire et la pente va encore s'affaisser. C'est-à-dire que là, la France va inéluctablement vers un taux de natalité qui va descendre, diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement? Ça veut dire qu'un taux de natalité plus faible, c'est l'incapacité des générations à renouveler la force économique. Et donc la capacité de notre pays à rester une grande puissance économique pour faire tenir le régime des retraites, pour faire tenir les grandes entreprises, pour faire tenir tout un tas d'éléments économiques. Si notre natalité baisse, et elle est en train de baisser, elle va inéluctablement baisser, il faut absolument qu'on ait de l'immigration pour compenser justement cette baisse de la natalité. Mais avec cette idée, vous rejoignez en réalité énormément de grands patrons, Xavier, qui disent, je me souviens de Carlos Tavares qui il y a quelques mois avait assumé de dire bien sûr qu'on va devoir faire appel à l'immigration pour justement faire rouler une économie, et vous rejoignez aussi Luc qui était du côté de Bordeaux tout à l'heure, qui avait un peu le même discours que vous. Merci d'avoir apporté de la contradiction depuis Bordeaux, le camarade Xavier. 0826 300 300. Nicolas Pouvron-Monty, en effet, l'idée peut-être d'une angoisse identitaire, mais on revient toujours à cette idée qu'en réalité l'immigration est indispensable à l'économie. Écoutez, effectivement, au-delà des angoisses réelles ou supposées et des idéologies, il me semble utile d'en revenir aux faits. On a aujourd'hui quasiment la moitié des étrangers extra-européens en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le taux de pauvreté des étrangers extra-européens le plus élevé de l'UE avec celui de l'Espagne. C'est un taux 4 fois supérieur à celui des Français. Et ça dessine un profil d'immigration qui aujourd'hui ne contribue pas
en moyenne positivement à la fois aux finances publiques et à la santé économique du pays, étant entendu qu'il y a aussi, ça va de soi, une immigration hautement qualifiée dans certains secteurs sur lesquels la dépendance à l'immigration pose quand même un certain nombre de questions. On parle beaucoup des médecins étrangers qui sont évidemment formidables. Moi, je m'inquiète d'un pays développé qui n'arrive pas à former suffisamment de médecins. De la même façon que je m'inquiète d'un pays développé qui n'arrive pas à former en son sein suffisamment d'ingénieurs pour porter sa croissance. Et on évoque les métiers en tension, qui a effectivement un ensemble de filières aujourd'hui qui ne fonctionneraient pas sans l'immigration, parce que ces secteurs sont peu attractifs, parce qu'il y a effectivement des systèmes de désincitation au travail aujourd'hui peut-être dans notre système social. Mais il faut là aussi en revenir à la réalité macro, la réalité globale. On a, donc c'est les dernières données du recensement INSEE 2021, on a dans notre pays 1,2 million de ressortissants étrangers qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Et sur certaines nationalités, c'est 40% du total. Par exemple, 40% des Algériens en France, dernière donnée de l'INSEE, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Aujourd'hui, les grandes moyennes de l'immigration, ça nous amène, hélas, vers des constats comme cela. Éric Tegner, vous entendez aussi, mine de rien, une part, tous les auditeurs ne peuvent pas être d'accord avec vous, une part de ceux qui vous disent, bon, écoutez, déjà, vous parlez d'une certaine manière qui peut choquer, et ensuite, vous surfez, mine de rien, et vous faites un business sur une vague qu'on ne devrait pas entretenir. Moi, je pense simplement qu'il y a une majorité de Français, c'était une minorité silencieuse, ça devient une majorité silencieuse, qui effectivement aujourd'hui n'est pas juste dans une angoisse identitaire, qui en fait voit la problématique de l'immigration sur leur territoire. Je pense que c'est la variable, c'est-à-dire que depuis le changement dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est partout maintenant. C'est en Bretagne, c'est dans les petits villages. Les gens pensaient à une époque que finalement, s'ils partaient loin, s'ils quittaient certaines banlieues, de toute façon, ils sont préservés de ça. Et aujourd'hui, ils constatent que parce qu'il y a une répartition des migrants dans les campagnes, avec une certaine aussi insécurité qui en vient, avec parfois des transformations au cœur des villages. Moi, je suis désolé, en Bretagne, j'étais récemment dans mon petit village de 2000 habitants et je voyais certains commerçants qui se plaignaient du fait qu'il y ait un kebab et qui ne comprenaient pas qu'avant il y avait une crêperie. Donc peut-être que Olivier, que j'entends, que je comprends, dira en même temps il fallait mieux faire marcher la crêperie et si le kebab est là, c'est qu'il y a une demande. D'accord, très bien, mais la vraie question qu'il faut poser aux Français, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous voulez que la France devienne dans 10 ou 15 ans? Voilà. C'est-à-dire, il faudra un vrai débat. Est-ce qu'on veut devenir un pays d'origine judéo-chrétienne à un pays judéo-chrétien musulman ou pas? Et on a le droit, en tant que citoyen français, de dire on ne le souhaite pas et de mettre en place les politiques pour y arriver. Et ça, je trouve pas ça choquant, je trouve ça fondamentalement démocratique. Nicolas Pouvon-Monty, le mot de la fin, vous avez 30 secondes. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Eric, l'une des réalités majeures de ces dernières années, c'est effectivement la diffusion de l'immigration sur l'ensemble du territoire. Pour ne prendre que quelques exemples qui sont effectivement dans le Grand Ouest, des régions restées globalement à l'écart des grands courants migratoires jusqu'il y a peu. La part des immigrés dans la population de villes comme Le Mans, Brest ou Caen a doublé en 15 ans. Dans des communes plus petites de Loire-Atlantique ou d'Ille-et-Vilaine, elle a été multipliée par 3, par 5, par 8. Et ça fait effectivement que cette réalité migratoire, elle est aujourd'hui perçue de manière très concrète, non seulement dans certaines régions historiquement concernées, mais sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, le débat a eu lieu pendant de longues minutes sur Sud Radio. On a parlé vrai. Je remercie encore les nombreux auditeurs qui ont réagi sur l'application, bien sûr, et au 0826 300 300. Passez une excellente après-midi sur Sud Radio. Dans quelques instants, vous retrouvez naturellement Brigitte Lay qui va s'interroger sur les différentes étapes d'une histoire d'amour. Et bien sûr, 17h, 20h, les vraies voix en direct de la Foire de Paris. S'il vous plaît, on va revenir longuement, ils vont revenir longuement sur les polémiques qui entourent actuellement le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et bien sûr, depuis la Foire de Paris, faire une ode à l'artisanat. Nous, on se retrouve demain, même radio, même heure.